Salut tout le monde, bienvenue pour cette 40e partie du défi. Un livre par semaine pendant 52 semaines. 40e partie et vous le savez, c'est bientôt Halloween. Et pour Halloween, j'ai décidé de lire un livre en rapport avec Halloween. Donc un livre qui fait peur, un livre qui donne un petit peu de frisson, un livre qui nous fait un petit peu partir à l'aventure. Donc j'ai cherché un petit moment, j'en ai pas trouvé un, mais j'en ai trouvé deux. J'en ai lu deux en fait cette semaine, hein. Mais le deuxième il compte pas dans le défi. Vous savez, j'avais déjà fait ça à un moment avec la biographie de Steve Jobs, puis j'avais lu un petit livre qui s'appelait Qui a piqué mon fromage, qui était tellement petit que pour moi ça pouvait pas compter dans le défi, quoi. C'est trop facile, si on fait ça, moi je lis que des prospectus et au bout d'un moment c'est bon, quoi. J'ai mes 52 bouquins. Non, là j'ai lu un livre qui est court mais passionnant et qui s'appelle Mamie Twink, Exploration nocturne. Les explorations nocturnes, c'est le fait d'aller visiter des lieux abandonnés. Personnellement, je me sens très attiré par ce type de livre parce que quand j'étais gamin, j'adorais visiter les lieux abandonnés. Quand j'étais ado, moi j'adorais m'infiltrer dans des endroits où j'étais pas censé être et visiter les usines désaffectées, visiter les anciens bunkers de l'armée. Enfin, c'est vraiment des trucs que j'adorais faire quand j'étais gamin. Explorer, quoi, être un explorateur. Et le truc, c'est que Mamie Twink, lui, il ajoute un truc à ça, un truc qui est particulièrement plaisant, c'est qu'il fait ses explorations de façon nocturne. Je l'avais découvert en fait, déjà parce que je jouais à WoW et que c'était un joueur de WoW, il était très bon à ce jeu. Donc ça a été mon adversaire, donc c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui. Mais également, quand il s'est reconverti entre guillemets dans l'exploration nocturne, je l'ai découvert sur sa chaîne YouTube. Et là en fait, vous partez à l'aventure avec lui, quand il a commencé ses premières vidéos, d'ailleurs il les relate dans son livre, vous partez à l'aventure avec lui, et de nuit, et il visite des lieux un peu flippants, avec des effets sonores un peu flippants. C'est vraiment très bien fait, et moi j'adorais ça. Quand j'ai su qu'il avait sorti un livre, je me suis dit que ce serait parfait pour en parler au niveau d'Halloween. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les explorations nocturnes? Mamie Twink, de son vrai nom Florian N, est un passionné d'exploration et surtout un passionné d'histoire, ce qui fait qu'il vous emmène dans des endroits qui sont chargés d'histoire, avec beaucoup d'anecdotes à raconter. Ces anecdotes, il les relate dans son livre. Autre chose que j'ai particulièrement bien apprécié, tout au long du livre, vous avez de très belles photos qui décrivent, je sais pas si on voit bien, qui vous montrent un petit peu l'ambiance des lieux. Donc ça, c'était vraiment, c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que, vous voyez, c'est le type de lieu qu'il visite de nuit et ça ajoute vraiment une atmosphère très sympa. Particulièrement, les premières explorations, je les ai vraiment aimées, que ce soit les catacombes de Paris ou que ce soit cet hôpital maudit abandonné en plein milieu de la forêt au sommet d'une montagne, ou ce fort lorrain qui avait servi pendant les guerres entre la France et l'Allemagne. Tout ça, c'est passionnant. Il décrit la plus grande peur de sa vie. En fait, c'était... Je vous dis pas plus, je vous en dis pas plus. Il y fait également des rencontres très intéressantes. Je vais pas trop en dire plus parce que c'est vraiment, ça se découvre, ça se lit un petit peu comme un roman, ça se lit vite. Je l'ai expédié en un peu moins de 3 heures, mais je prenais mon temps, hein. Vous voyez, par exemple, il va même visiter des endroits qui sont vraiment très reculés, comme ce fort à plus de 3000 mètres d'altitude, un phare perdu en plein milieu de la mer, de l'océan même, je dirais plutôt, une ancienne prison. Enfin bon, il y a vraiment des récits qui sont très bien racontés. Il donne également quelques conseils à ceux qui voudraient se lancer un petit peu dans l'aventure. Bon, c'est des conseils qui sont assez sommaires. Moi, je pense que cette partie aurait pu être un peu plus étoffée, avec un peu plus d'anecdotes personnelles. Là, les conseils sont un peu light, c'est pas vraiment un guide, même si c'est appelé guide de l'explorateur. Il y a vraiment que 2-3 conseils de bon sens. C'est un peu dommage, je pense que cette partie aurait mérité un petit peu plus d'approfondissement pour donner un côté un petit peu plus, pas guide, mais inspirant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quelque chose qui... Là, on a envie d'explorer après ça, mais on restera spectateur. Si on avait un vrai guide de l'explorateur qui nous donne des conseils en tant que débutant, ça donnera envie. Alors peut-être que le but, c'est pas de donner trop envie non plus, parce qu'il faut savoir que c'est une activité qui est illégale, l'exploration de ce type de lieu, et donc bon, on peut pas trop non plus en faire la promotion, si je peux dire. Mais vraiment, j'ai été emballé, j'ai bien aimé lire quelque chose comme ça. On est proche d'Halloween. Alors ça m'a pas suffi, j'ai rajouté un autre livre, un peu flippant aussi, qui est l'Atlas des lieux maudits. C'est un beau livre, mais je n'ai pas super accroché. Alors qu'est-ce que c'est qu'un atlas des lieux maudits? En fait, vous partez autour du monde à la découverte des lieux qui ont été, pour de bonnes raisons ou pour des raisons plutôt mythologiques, plutôt
incertaines, qui ont été maudits, chargés d'émotions négatives, chargés de... Alors il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de maison hantée, hein. Ce que vous trouverez, c'est plutôt du style une île où les gens ont fini par se manger tellement ils n'avaient plus rien à bouffer, c'est le triangle des Bermudes, c'est ce type de lieu, quoi. La vallée des rois, maudite avec... les malédictions des pharaons, tout ça. Vous en apprenez beaucoup, c'est très bien. Après, moi, ce qui m'a agacé plutôt rapidement, c'est que on a des très belles photos, reproductions de cartes, c'est un atlas, c'est normal, mais on n'a pas de photos des lieux. Et ma foi, quand on, par exemple, bah voilà, je tombe sur un truc qui s'appelle Jaria, un brasier souterrain, c'est un peu comme ça, en fait, c'est une grotte qui brûle tout le temps, mais souterrain. Et du coup, les gens qui se trouvent dans ce terrain-là, en dessous de leurs pieds, très profondément sous terre, bah vous avez du charbon qui brûle tout le temps, depuis des dizaines d'années, et du coup ça pourrit les récoltes, enfin vous pouvez pas cultiver des choses dedans, et moi j'aurais aimé quelques photos, quoi, enfin une photo, au moins, ou même si c'est pas une photo, une illustration pour bien qu'on puisse comprendre l'atmosphère du lieu, quoi. Là, Tilafushi, le lagon empoisonné, eh ben on sait juste qu'il se trouve ici. Ça c'est dommage. Et c'est encore plus dommage parce que le livre coûte 25 €. 25 € pour avoir des photos de cartes, moi ça me reste un petit peu là quand même. C'est dommage. Après c'est des belles photos de cartes, ok. Il y a pas mal de lieux, ça nous inspire pas tellement, mais par contre il y a des petites perles en plein milieu. Je vais vous lire un passage, notamment ce lieu. Le phare des disparus qui se trouve au fin fond de l'Écosse, au bord de l'océan, mais dans une partie nord-ouest. Enfin, vraiment perdu, des fois ça donne vraiment des très bonnes idées, et là encore j'aurais aimé une photo, quoi. Mais voici ce qu'on dit. Le 15 décembre 1900, le vapeur Arctor, le vapeur c'est un bateau, faisant route de Philadelphie vers Leigh, le port d'Édimbourg, manque de percuter les Flannan pour la simple et peu explicable raison que le phare d'Ellanmore est éteint. Sitôt arrivé à destination, son commandant prévient les autorités, mais il faudra attendre le 26 décembre pour que l'Hespérus, le bateau de service des Hébrides, c'est les îles à côté du phare, puisse se rendre sur place et constater qu'il s'est manifestement passé quelque chose d'anormal sur l'île. Lanterne toujours éteinte, drapeau réglementaire pas à son poste, et surtout, plus personne. Que sont devenus les 3 gardiens ? Il ne reste plus qu'un ciré accroché dans la penderie, ce qui semblerait indiquer que 2 des 3 hommes sont sortis avec leur équipement. Mais pour aller où ? On ne peut marcher ici plus de 100 mètres dans un sens ou dans l'autre, et ils ne disposaient d'aucune embarcation pour quitter l'île. Et pourquoi le 3e serait-il sorti sans équipement sur ce rocher froid et humide en plein mois de décembre ? Ont-ils été emportés par une lame qu'ils n'avaient pas vu venir, alors qu'ils travaillaient sur la cale ? Mais la mer est restée calme toute la mi-décembre. La lecture du journal de bord du phare achève de plonger l'équipage de l'Hespérus, puis les enquêteurs dans la perplexité. À la page du 12 décembre, Thomas Marshall, premier assistant, fait état de vents violents, comme je n'en ai jamais vu en 20 ans. Il signale aussi que James Ducat, le gardien-chef, reste très calme, mais que William MacArthur, second assistant, a pleuré. Le 13 décembre, il est indiqué que la tempête sévit toujours et que les 3 hommes se sont mis à prier. Pourquoi des marins écossais expérimentés tous les 3 et réputés pour leur bravoure se mettent à pleurer et à prier alors qu'ils se trouvent en sécurité dans un bâtiment neuf, solidement posé à plus de 30 mètres au-dessus du niveau de la mer ? Il y a pire. Toutes les observations des navires et des stations à terme confirment que le temps est resté beau dans la région entre le 12 et le 15 décembre, sans la moindre tempête. Certains des gardiens qui ont pris la suite ont bien entendu des choses bizarres la nuit, quand le vent hurlait autour du rocher. Mais on entend tellement de choses dans un phare isolé en pleine mer à 6 heures de navigation du plus proche village. Aucune trace, aucune explication satisfaisante du mystère d'Ellanmore n'a pu être trouvée en un siècle. Reste juste l'ultime phrase, tout aussi énigmatique, notée à la date du 15 décembre 1900 sur le journal de bord. « Dieu est au-dessus de tout ». Certes, mais encore. Donc voilà, il y a certains récits où je me suis vraiment laissé transporter, celui-ci en fait partie, sur tout un atlas. Ça se lit plutôt rapidement parce qu'il y a pas mal de photos, c'est écrit en colonne. J'aime pas trop quand c'est écrit en colonne comme ça. Je trouve que ça a vraiment ralenti ma lecture. Donc si vous lancez dans un défi comme ça, faites attention, cette mise en page en colonne, ça peut ralentir votre lecture en fait. En tout cas, impossible à lire en lecture rapide du coup. Donc voilà, c'était 2 livres, j'espère qu'ils vous auront donné envie de partir un petit peu à l'aventure, découvrir d'autres livres qui vous font un petit peu frissonner. Pourquoi pas, hein, c'est un peu Halloween, faites-vous plaisir, quoi. Alors, la prochaine fois, on redescend un petit peu sur Terre, on redescend un petit peu dans la vraie vie, mais on va rester un petit peu du côté historique, puisque j'ai décidé de m'attaquer au livre de Nota Bene, Benjamin Briot, Les pires batailles de l'histoire. On va y parler quand on dit les pires batailles de l'histoire, on veut parler des pires fails de l'histoire, en fait. Les batailles les plus bizarres, les plus tordues, et là où c'est
l'armée qui devait gagner, elle a fini par perdre alors que, bah voilà, elle devait gagner quoi. Donc j'en attends beaucoup de ce livre parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien, mais bon, les pires batailles de l'histoire, ça fait du bien de revenir un petit peu sur un livre qui va parler un petit peu d'histoire, militaire, tout ça. Je suis à fond là-dedans en ce moment. Donc voilà, c'était Jean-Yves pour la 40e partie du défi. 2 livres, je les représente, vous pouvez le trouver dans la description ci-dessous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vous parle ça, il y a c'est nul ce que je dis. Ah punaise! On va faire un bêtisier avec tout ça.